Montgomery Clift était un acteur doué et un homme magnifique, mais aussi dépressif, autodestructeur et torturé à cause de sa sexualité, n'est-ce pas? Pas exactement, disent les réalisateurs d'un nouveau documentaire sur la star. Making Montgomery Clift, présenté en avant-première dimanche au Festival du film de Los Angeles, montre une facette différente de Clift, le décrivant comme un homme qui aimait la vie et l'amour, et qui était suffisamment à l'aise avec son attirance pour les hommes pour être affectueux avec ses partenaires masculins en public. En dehors de la scène sonore, Clift était plus proche de Jerry Lewis à l'écran que de Montgomery Clift à l'écran, a déclaré l'un de ses partenaires, le regretté acteur Jack Larson, dans le film. Vous avez cette impression de lui comme sérieux, maussade. Il était lui-même un clown. Oui, Clift avait un côté mélancolique, comme il le reconnaît lui-même dans les images d'archives du documentaire. Mais il souligne également qu'on n'est personne n'est jamais qu'on est seule chose, et les producteurs-réalisateurs du film, Robert Clift et son épouse, Hilary Damon, veulent montrer au public que Monty avait de nombreuses facettes. Jay toujours été conscient qu'il y avait un décalage entre la perception largement répandue de Monty et l'homme que ses proches connaissaient, explique Robert Clift, le plus jeune neveu de Monty. Cela n'a tout simplement jamais été abordé de manière systématique. Ce film m'a donné l'occasion d'explorer cela. Robert, qui est le fils du défunt frère de Monty, Brooks Clift, et de l'éminente journaliste politique toujours active Eleanor Clift, n'a jamais connu son célèbre oncle, décédé à 45 ans en 1966, bien avant la naissance de Robert dans les années 1980. Mais il savait que sa famille avait de sérieuses réserves sur les biographies de Monty, qui le dépeignent comme un beau perdant tourmenté et un suicide lent, bien qu'il soit en réalité mort d'une crise cardiaque. À travers des extraits des archives et des entretiens avec l'acteur des aventures de Superman Larson, le cher ami de Monty, Lorenzo James, et une autre amie, Judy Balaban, dont le père dirigeait les studios Paramount, une image différente se dessine. Comme le raconte le film, Monty avait un côté maussade mais aussi amusant, et il n'était pas du tout torturé par le fait qu'il avait des attirances romantiques pour les hommes et les femmes. Larson dit que Monty n'avait pas peur d'afficher publiquement son affection pour le même sexe, et il se souvient que Clift l'avait embrassé lors de leur première rencontre. Clift, bien sûr, ne pouvait pas se présenter aux médias comme bisexuel au cours de sa carrière hollywoodienne, qui s'est étendue de la fin des années 40 au début des années 60. Les magazines de fans ont rendu compte de ses relations avec des femmes, comme Elizabeth Taylor, qui était peut-être une amante et certainement une amie de toujours. Mais il était déterminé à ne pas être contraint à entrer dans une case hétérosexuelle, selon le documentaire. Il n'a pas voulu signer de contrat de studio à long terme, même si la plupart des acteurs de cinéma l'avaient fait à l'époque, en partie parce qu'il voulait éviter toute clause l'obligeant à se marier. Et il ne voulait pas être contraint à des rôles qui ne lui convenaient pas. Les studios n'étaient certainement pas habitués à ce niveau d'indépendance, dit Damon. Les documentaristes font valoir que la notoire sélectivité de Clift quant à ses rôles n'était la preuve d'aucune pathologie, comme certains commentateurs l'ont soutenu, mais qu'elle était simplement née du désir de toujours faire de son mieux. On a dit qu'il avait refusé Sunset Boulevard parce que le portrait d'un jeune scénariste en difficulté gardé par une star de cinéma vieillissante était trop proche de chez lui, compte tenu de la relation de Clift avec une femme plus âgée, la chanteuse de Torch Libby Holman. Mais Making Montgomery Clift affirme que Clift ne pensait tout simplement pas qu'il serait bon dans le rôle de l'écrivain Joe Gillis, et il a fait l'éloge de la performance de William Holden dans ce rôle. Clift s'est peut-être sous-estimé, même si la performance de Holden est effectivement excellente. Néanmoins, tout en rejetant de nombreuses offres de films, Clift a compilé une œuvre cinématographique impressionnante après son arrivée à Hollywood depuis Broadway, Red River, The Heiress, A Place in the Sun, From Here to Eternity, The Misfits, et plus encore. Il a été nominé pour 4 Oscars. Clift a fait bien plus que simplement jouer dans ses films, indique clairement le documentaire. Il réécrivait souvent ses propres lignes et improvisait, dans le but d'améliorer le produit final.
Making Montgomery Clift conteste en outre l'hypothèse selon laquelle la vie et la carrière de Clift ont été irrémédiablement endommagées par l'accident de voiture qu'il a eu en 1956, alors qu'il rentrait chez lui après une fête chez Elizabeth Taylor pendant le tournage de Raintree County. Clift a subi de graves blessures qui ont rendu ses traits du visage un peu plus rugueux, moins délicats, même s'il est resté un homme incroyablement beau et magnétique. Mais deux de ses performances préférées ont eu lieu après l'accident, celui d'un homme handicapé mental castré par les nazis, témoignant de leurs atrocités dans le jugement de Nuremberg, et celui d'un juif américain partant combattre pendant la Seconde Guerre mondiale dans les Jeunes Lions. Il aimait mieux ses performances après s'être remis de l'accident, dit Larson dans le documentaire. Il ne fait aucun doute que Clift avait ses problèmes, notamment l'abus d'alcool et d'autres drogues. Le documentaire ne s'attarde pas sur ce point, mais dit que la toxicomanie de Monty s'est intensifiée, accompagnée de dépression, à cause d'un procès intenté contre lui par le réalisateur John Huston, affirmant que le comportement de Clift avait empêché la réalisation du film Freud de 1962. Huston a perdu le procès, mais ces accusations selon lesquelles Clift était difficile et souvent incapable de travailler ont nui à la réputation de Monty et ont rendu difficile pour les studios de l'assurer, de sorte qu'il n'a pas eu de travail pendant 4 ans. Son dernier film fut The Defector, sorti en 1966. Clift avait bien travaillé avec Huston sur The Misfits, mais le réalisateur a développé une animosité homophobe à son égard après avoir découvert que Clift avait eu des relations sexuelles avec un autre homme alors qu'il séjournait au château de Huston en Irlande. Le documentaire cite la biographie de Huston, dans laquelle il exprime son dégoût face à cet aspect de la sexualité de Monty. Les biographes de Clift ont également pathologisé sa sexualité au lieu de simplement la traiter comme un fait. Dans le livre Monty de Robert LaGuardia de 1977, on affirmait que l'acteur souffrait de troubles psychologiques en raison de ses liens étroits avec sa mère, ce qui était autrefois considéré comme une « cause » de l'homosexualité. Montgomery Clift de Patricia Bosworth, publié en 1978, n'était pas ouvertement homophobe, mais avançait le récit de Clift comme une âme torturée et dépeint à tort l'une de ses relations occasionnelles comme étant avec un garçon et non avec un homme adulte. Une partie de la pathologisation semble provenir non seulement de l'homophobie, mais aussi d'une mauvaise compréhension de la bisexualité, la croyance qu'une personne bisexuelle ne peut pas avoir une relation fructueuse avec une seule personne. C'était triste de comprendre comment les relations de Monty étaient caractérisées de telle manière à suggérer qu'il ne pouvait pas être heureux, dit Damon. Il avait des relations significatives. Robert Clift ajoute, souvent, lorsque les gens étiquettent Monty, il semble qu'il limite sa capacité de vivre et la transforme en maladie. La famille entretient une relation douce amère avec la biographie de Bosworth, qui a été largement acclamée et a fait l'objet de plusieurs impressions, dit Robert. Tous les proches de Monty en sont propriétaires, mais beaucoup d'entre eux ont eu des problèmes avec sa représentation. Brooks Clift, qui semble avoir enregistré presque toutes les conversations téléphoniques qu'il a eues, est entendu dans le documentaire se disputer avec Bosworth et demander des modifications au texte. Monty a également réalisé de nombreuses cassettes, qui se sont révélées inestimables pour les cinéastes. D'autres sources ont également aidé. Au moins la moitié des personnes à qui nous avons parlé avaient des objets dans leur sous-sol, des photographies, des bobines de films, des bobines audio, explique Damon. Un compliment qu'ils feront à Bosworth, qui apparaît dans le documentaire, est que son livre a peut-être inspiré les lecteurs à regarder les films de Monty et à en apprendre davantage sur lui. Ils espèrent que leur documentaire inspirera cela aussi. Ce serait génial que les gens reviennent voir ces films, dit Damon. Elle et Robert Clift ajoutent qu'il espère également que leur travail montrera aux téléspectateurs qu'il existe de multiples façons d'envisager la vie.